bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. 24 nouvelles souches du variant anglais détectées au niveau du royaume. Quelle virulence de ces nouveaux variants? Comment leur barrer la route? Nous en parlerons avec l'un des responsables de la veille génomique. Le professeur Azdine Ibrahimi sera notre invité plateau. Le Maroc se porte candidat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025. L'annonce a été faite au cours de la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une rencontre de haut niveau à laquelle prend part le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Puis nous vous embarquerons au cœur d'une exposition d'art à Marrakech. 9 artistes peintres exposent leurs œuvres à la Polart Gallery, un espace d'art fraîchement créé, un nouveau souffle à la création artistique étouffée depuis des mois par la crise sanitaire. Et avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau notre invité, le professeur Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Un total de 52 conventions d'investissement d'un montant global de 4 milliards 200 millions de dirhams ont été signées cet après-midi à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique que nous vous proposons d'écouter. Nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à la signature de 52 conventions d'investissement dans le cadre de la banque de projets de substitution. Comme vous le savez, nous avions comme objectif 34 milliards de dirhams à substituer. Nous y avons ajouté 17 milliards que nous espérons aussi exporter. Eh bien, aujourd'hui, sur les 17 milliards, nous sommes à 82%. Et sur les 34 milliards, nous sommes à 62%. Nous avons dépassé les objectifs du plan que nous avions pour la réalisation de cette banque de projets. Aujourd'hui, c'est 4,2 milliards de dirhams d'investissement qui sont programmés, enfin qui ont été signés, et 12 500 emplois. Fiscalité à présent et cette décision de l'Union européenne de retirer définitivement le royaume de sa liste dite grise. Le Maroc devient donc green listed et intègre ce club restreint de pays qui ont fait preuve d'une évolution positive de leur législation et pratiques fiscales. À l'annonce de ces décisions de l'Union européenne, le Maroc a exprimé sa satisfaction pour ce développement. La décision de l'Union européenne témoigne que les réformes entreprises par le royaume en matière fiscale sont en ligne avec les conditions européennes et les normes internationales. Coronavirus, malheureusement, la pandémie n'a pas encore dit son dernier mot malgré les récents indicateurs épidémiques plutôt rassurants. 24 nouvelles souches du variant anglais ont été détectées au niveau du royaume. Que sait-on sur ces types de variants? Comment interrompre leur propagation? La réponse dans ce reportage de Sarah Katsir, Saïda Idrissi, Soufiane Ibrahimi et Nawal Mahdoub. Malgré une situation épidémiologique en nette amélioration au Maroc, avec une diminution des nombres de cas atteints de la Covid-19, le Maroc compte désormais 21 nouvelles souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce variant s'élève à 24 souches décelées à ce jour. Des variants qui représentent de multiples dangers. Premièrement, les virus de la nouvelle variante se transmettent 40 à 70 fois plus fréquemment que l'ancienne. Donc, il y a un risque de contamination plus important. Deuxième danger, c'est par rapport au vaccin. La nouvelle variante britannique, jusqu'à maintenant, les vaccins sont efficaces sur cette variante. Mais malheureusement, pour la variante de l'Afrique du Sud, il y a des études qui ont montré que les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu'auparavant. Alors, la troisième chose qui est très importante, c'est qu'avec la nouvelle variante, on a plus d'atteintes des enfants, et même des atteintes parfois sévères. Donc on doit faire très attention. Et alors que la campagne de vaccination anti-Covid va bon train au Maroc, la Covid-19 est toujours présente dans notre pays. Le respect strict des mesures de protection est donc toujours de mise. Nous avons des acquis au Maroc et nous avons également ce consortium de veille génomique qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Et ça, c'est des acquis qu'il va falloir protéger aujourd'hui. Comment nous, en tant que citoyens, tous les citoyens, on doit fournir plus d'efforts et donc observer les mesures barrières que nous connaissons tous
pour, Inch'Allah, arriver à éteindre ce fléau, j'allais dire, cette pandémie de Covid-19. Il est à noter que la veille génomique n'a détecté à ce jour aucun variant sud-africain ni brésilien sur le territoire national. 2 552 017, c'est le nombre de Marocains qui ont bénéficié de la première dose du vaccin anti-Covid-19, pendant que 23 667 autres ont bénéficié de la première dose. Et à partir d'après-demain, mercredi, la campagne nationale de vaccination s'élargira à la tranche d'âge entre 60 et 64 ans. Parallèlement donc à la vaccination des catégories ciblées actuellement, à savoir les plus de 65 ans. L'opération couvrira les 60-64 ans ainsi que la première tranche des personnes atteintes des maladies chroniques, dont les maladies cancéreuses, et qui bénéficient de régimes de couverture médicale obligatoire, CNOPS, CNSS et RAMED. Si vous appartenez à ces catégories ciblées, vous êtes appelé à envoyer un SMS au 1717 ou consulter le site liqahcorona.ma où vous aurez accès à votre date et lieu de vaccination. Qu'est-ce que la veille génomique? En tout cas, l'objectif est la recherche de nouveaux variants du SARS-CoV-2. Pour opérationnaliser cette veille génomique, le Maroc dispose d'un consortium de laboratoires pour le suivi des souches circulantes au niveau national. À ce jour, 24 nouvelles souches du variant anglais ont été décelées. Pour y voir plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau l'une des personnalités investies au cœur du consortium de veille génomique, professeur Azim Ibrahimi. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le directeur aussi du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie. Vous faites partie, comme je le disais, du consortium de veille génomique. D'abord, comment se déroule cette veille? Voilà, cette veille, je dirais, est très très importante. Vraiment, il faut décortiquer pourquoi c'est très important. Parce qu'en fin de compte, l'arrivée de nouveaux variants va entraîner peut-être le changement des caractéristiques du virus et entraîner par la suite des impacts sur, par exemple, l'immunisation, sur le diagnostic et peut-être la sévérité de la pathologie. C'est pour cela qu'il faut veiller sur ça. Et donc, comment ça marche exactement? On a 4 laboratoires qui sont intégrés dans ce consortium, qui sont l'Institut Pasteur, l'Institut d'hygiène, le laboratoire de biotechnologie et bien sûr le CNRST, le Centre national de recherche et technique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ratisser le territoire pour prendre aléatoirement des cas positifs et regarder les types de souches qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'on a commencé depuis quelques semaines. On a pu détecter plusieurs personnes infectées, mais normalement depuis le 18 janvier, là où on avait détecté la première personne infectée avec le variant britannique, on savait qu'il y aurait une circulation du virus. Et le ministère, dans son communiqué, le ministère de tutelle parle de 24 souches. Qu'est-ce que cela signifie, professeur? Voilà, donc pour dire le variant britannique, donc il y a 3 types de variants. Et là, j'aime bien clarifier tout ça. Donc il y a le variant britannique qui est arrivé la première fois. Et il y a 24 personnes qui sont infectées, mais il faut dire que quand vous parlez de 24 personnes, peut-être qu'il y aura plusieurs autres personnes qui sont infectées. Et là, ça revient le mot prudence, parce qu'il faut veiller pour ne pas faire circuler ce virus. Professeur Azim Ibrahimi, on parle souvent de variants, mais parfois aussi de mutants. Quelle est vraiment la différence entre variants et mutants? Très bonne question, en fin de compte, parce que juste pour dire mutant, c'est un terme très neutre. Une mutation, c'est tout simplement le matériel génétique du virus, c'est un ARN, il a 30 000 unités. S'il y a un changement d'une seule unité, on parle de mutation. Mais on parlerait de variant quand il y a une combinaison de plusieurs mutations qui changent les caractéristiques du virus qu'on appellerait classique. Donc ce changement, c'est ce qu'on appelle en fin de compte l'apparition d'un variant. Et pour revenir au variant britannique, est-il plus virulent? Est-ce qu'il se propage plus rapidement au sein de la population? Et si oui, comment lui barrer la route? Voilà, donc là, il faut, quand on va parler tout simplement du britannique, il faut rappeler qu'au Maroc, heureusement, qu'on n'a pas ni le brésilien, ni celui de l'Afrique du Sud, qui sont plus dangereux. Celui de la Grande-Bretagne, il est caractérisé par une transmission plus rapide. Donc, au lieu d'une transmission qui est au-delà a augmenté de 70%. Et donc là, c'est dangereux dans un sens, ça va arriver plus rapidement aux personnes à risque ou aux personnes vulnérables. C'est pour cela qu'il faut vraiment éliminer ou limiter la circulation du virus. À part ça,
on est toujours, les vaccins marocains reconnaissent toujours les variants dont on parle, celui britannique. Donc justement, en parlant des vaccins, les vaccins AstraZeneca et Sinopharm sont des vaccins classiques. Est-ce qu'ils sont efficaces contre le variant britannique? Voilà, il faut insister sur ça. Il faut dire heureusement. Justement du séquençage que vous avez réalisé. Voilà, donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a séquencé, on trouve que le variant britannique, et heureusement pour le moment, et ça il faut le dire, c'est en fin de compte, ces deux vaccins sont plus ou moins efficaces contre le variant britannique. C'est pour cela qu'il ne faut pas ramener d'autres variants et qu'il ne faut pas plus ou moins développer à travers la multiplication de virus d'autres variants au niveau du Maroc. Merci pour votre précis éclairage, professeur Azzine Ebrahimi. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Merci à vous, merci. Place au bilan journalier du Covid-19. Les différents indicateurs épidémiologiques sont en nette amélioration. 108 cas confirmés, 5 décès à déplorer et 633 nouvelles rémissions. Les cas actifs sont tout aussi en baisse, 7407 à ce jour. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 423. 32 sont sous intubation et 252 autres sont sous ventilation non invasive. Le Maroc prend part à la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une session qui se tient par visioconférence au menu d'une rencontre de haut niveau à laquelle participe le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, Mostafa Ramid, a axé son allocution sur la gestion par le Royaume de la crise du coronavirus et les dispositions prises pour atténuer ses effets sur tous les plans, y compris en matière des droits de l'homme. Lors de cette réunion, Mostafa Ramid a également annoncé la décision du Maroc de se porter candidat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025. Imane Ablou. Une 46e édition en mode virtuel, crise sanitaire oblige. Et c'est justement les effets de la pandémie qui sont au cœur des travaux. À cette rencontre de haut niveau, prend part le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Mostafa Ramid égrène ici les dispositions prises par le Royaume pour atténuer les effets d'une crise qui n'a épargné aucun secteur. Les droits de l'homme ne sont pas en reste. Le ministre évoque l'approche nationale adoptée conformément aux hautes instructions royales, une approche proactive, complémentaire et globale, avec une équation à résoudre. Le juste équilibre entre les mesures de précaution, les défis du contexte économique et social et les engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme. Le Royaume s'est employé à mobiliser toutes ses capacités et ressources afin de renforcer la protection du droit à la vie et du droit à la santé en tant que priorité absolue. Le Maroc a également mobilisé toutes les ressources disponibles pour soutenir les groupes sociaux vulnérables et affectés, atténuer les effets de la crise sur les entreprises nationales et élaborer un plan de relance économique. Une crise que le Royaume a su gérer avec un grand sens d'égalité. Dans ce contexte, le pays veille au bon déroulement de la campagne nationale de vaccination gratuite contre le Covid-19 au profit de tous les Marocains et les étrangers résidant au Maroc. Là encore, cette action consacre le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance de ses droits fondamentaux. Dans la gestion de cette crise, notre pays a œuvré conformément aux valeurs de solidarité internationale. Il a aussi réagi selon la résolution onusienne 2532 adoptée en juillet dernier. La vision africaine initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI a été à nouveau consolidée dans ce contexte exceptionnel à travers l'initiative royale de prêter assistance à 15 pays du continent en vue de faire face à la pandémie. Autre temps fort de ce segment, l'annonce par Mostafa Ramid de la candidature du Maroc au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025, avec le soutien de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes et de plusieurs autres groupements régionaux. À cet effet, le ministre a mis en avant la dynamique d'interaction du Royaume avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme et son ouverture sur les procédures spéciales de l'instance onusienne. Et à Rome, le Maroc a été élu aujourd'hui en tant que coordonnateur du groupe africain auprès du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial, renforçant ainsi son engagement à la fois envers la cause humanitaire de l'organisation et les intérêts particuliers des pays africains.
Migration irrégulière, 59 subsahariens candidats à la migration irrégulière qui étaient à bord d'une embarcation pneumatique ont été secourus par un moyen nautique du 1er bataillon d'infanterie de marine en collaboration avec le cormoran de la brigade de la gendarmerie royale d'Al-Husayma. Parmi les personnes secourues se trouvaient 33 femmes, 7 enfants et 7 bébés. Puis ce coup de filet des éléments de la brigade nationale de la police judiciaire qui a permis de mettre en échec une grande opération de trafic de drogue. 9 tonnes et demie de Chira ont été saisies ce matin. L'opération a été menée au niveau de la gare de péage de l'autoroute de Sidi Ali al-Bahraoui où a été intercepté un camion frigorifique transportant un total de 380 ballots de drogue d'environ 9 tonnes et demie dissimulés dans une cargaison de produits alimentaires. Le chauffeur du camion utilisé dans cette opération de trafic a été interpellé et placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Nous enchaînons avec les couleurs du ciel. Il était bien chargé hier sur la plupart de nos régions, ce qui a occasionné quelques précipitations. Nous relevons entre hier matin et 6 heures ce matin des hauteurs de pluie de 35 mm à Kenitra, 23 à Chaouen, 17 à Tanger, 16 mm à Ifran, puis 14 à Sidi Slimane, Casa Anfa, Marrakech et Bni Mellal, 10 mm à Tétouan, Ben Slimane, Ben Guerir, et Tazin, 5 mm à Fès, Meknes et Agadir Inzgan, puis 1 mm seulement à Taourirt et Midelt. Des pluies, mais également de la neige. À la province d'Ifran, l'épaisseur des flocons a atteint 28 cm au sommet de Jbel Hayab. Nous relevons entre 16 et 22 cm à Habrin, entre 14 et 20 cm à Michlifen. À Bouiblan, les hauteurs de la neige aussi entre 5 et 10 cm, puis 5 et 30 cm à Issagen. Un enneigement important également à Oukaïmden, entre 18 et 30 cm de neige relevée. Sport, football, à l'issue des barrages retour disputés hier, nous connaissons les 16 qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le tirage au sort des poules a eu lieu dès ce lundi au Caire, en Égypte. La Confédération africaine de football a réparti les 16 équipes en lice en 4 chapeaux. Chaque groupe est composé d'une formation issue de chaque chapeau. Une poule très relevée, le détenteur du titre Renaissance de Berkane et dans le groupe B, aux côtés de JS Kabylie Algérie, Coton Sport FC du Cameroun et Napsa Star de Zambie. Tandis que le Raja de Casablanca, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, se retrouve dans le groupe D aux côtés de Pyramids Egypt, Khana FC de Zambie et Namungo FC. Bonne chance aux deux clubs marocains, Renaissance de Berkane et Raja de Casablanca. Le premier tour des compétitions de la phase des groupes débutera le 10 mars. Puis à ne pas manquer ce soir, une rencontre décisive Maroc-Tanzanie. Les deux sélections s'affronteront pour le compte de la 3e manche du premier tour de la Coupe d'Afrique U20. Dernière ligne droite pour le 11 national qui espère rafler les 3 points de qualification au 2e tour. Le premier coup de sifflet du match sera donné à 20h au stade olympique de Nouakchott. Direction Marrakech et ce sera notre escale de fin ce soir. La cité ocre tente de renaître une nouvelle dynamique artistique. Après une longue trêve imposée par la pandémie, une nouvelle galerie vient d'y voir le jour. Un espace qui prête ses locaux aux artistes de tous bords. Premier à y exposer ses chefs-d'œuvre, l'artiste peintre aux multiples casquettes Abdeltefnei Taaddi. Nos équipes ont fait la visite, ça vaut le détour. C'est un parcours de vie en images. Sur ces murs, chaque tableau raconte une histoire. Le style diffère, pourtant, tous portent une même signature. Du cubisme à l'abstrait en passant par le portrait, le visiteur a rendez-vous avec une escapade au monde de l'intrigue, celui de Abdeltefnei Taaddi. Il y a beaucoup de styles. Les couleurs, c'est riche en couleurs, en matière, en texture, même en thème, et même en mouvement. Je vois des mouvements qui se manifestent et c'est très riche. Dans cet autre pavillon, des œuvres d'autres artistes. Parcours, c'est une invitation au pluriel à tous les artistes. L'association Polar essaie de booster le secteur artistique au niveau de la région de Marrakech-Safi.
Avec cette nouvelle galerie, c'est une nouvelle fenêtre qui est accordée à tous les artistes peintres. Parcours est une expérience collective où des artistes de tout genre sont invités à exposer leurs œuvres. Une initiative qui redonne du baume au cœur des peintres et des aficionados de l'évasion artistique, eux qui ont tellement pâti depuis le début de la crise sanitaire. Le secteur se relève petit à petit d'un long sommeil. C'était un reportage signé Youssef Mziani, Soumia Blayachi et Oumaïma Remli. L'exposition a visité jusqu'au 13 avril à la Galerie Polar de Marrakech. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, ici à la même place, toujours à 19h.